Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Louise May, c'est le chant du scalp des bassesses humaines. Son dernier roman, Petite Salle, vient de paraître aux éditions Le Masque, Lattès. Son 5e roman après La deuxième femme, et ça remue à la truelle les querelles d'une exploitation agricole située dans le ventre de la campagne parisienne. La petite fille du grand patron disparaît. Enlèvement, rançon, interrogatoire. Tous les villageois y passent, et on assiste à une lutte des classes, violente, surtout en raison des non-dits, à travers un thriller mené d'une main de maître où la soif de vengeance suinte à chaque page. Pour l'écriture de ce livre, la secrète Louise May a bénéficié d'une bourse de création du CNL. C'est parti. Bonjour Louise May. Comment vient-on au polar ? L'écriture de polar, c'est pratique parce que toute la littérature de genre, c'est une littérature sur laquelle on te casse pas trop les pieds en fait. C'est-à-dire que comme c'est dit de genre, c'est moins... peut-être moins sérieux, vu comme étant moins sérieux en tout cas. Et donc tu peux aborder un peu tous les thèmes que tu veux en roman dit noir. Et du coup, ça peut prendre pas mal de formes. C'est un peu comme la littérature jeunesse d'ailleurs. C'est très protéiforme, c'est très... on n'attend pas grand-chose de toi. Et donc tu peux raconter les histoires que tu veux. Et c'est une liberté que je trouve très très appréciable. Et moi j'ai pas mal d'histoires en tête et un peu des trucs dans mes tiroirs. Mais ce qui a été le plus simple à mettre vraiment en forme, et le premier truc que j'ai été assez sûre de moi pour pouvoir le proposer à des maisons d'édition, en l'occurrence, c'était du polar. Et ça s'est fait comme ça. Vos livres ont une empreinte féministe forte. Par le passé, beaucoup de polars ont été écrits majoritairement par des hommes, si on prend pour exemple La série noire. Pouvez-vous nous en parler ? Mais c'est marrant parce que c'est l'image qu'on en a et c'est vrai que ça reste très très imprimé comme ça dans l'imaginaire collectif. Mais déjà les lecteurs de polars sont des lectrices en fait. C'est une majorité de femmes qui lisent des polars. Et puis ensuite des grandes plumes de polars, des autrices, il y en a toujours eu plein. Enfin je veux dire Agatha Christie, Patricia Cornwell, Highsmith. Smith. Enfin c'est vraiment aussi des grands classiques quoi. Après, moi je me questionne en fait sur le féminisme, ça fait partie des réflexions que j'ai au quotidien. Je me définis comme féministe, mais je pense que je suis pas parfaite et qu'il y a plein de réflexions qui sont en cours. Moi je me pose des questions sur ma place dans la société dans laquelle je vis, comment ça s'articule, qu'est-ce qu'on attend de moi ou pas, parce que je suis née identifiée comme fille. Nécessairement, toutes les réflexions que je me pose, enfin que je mène moi au quotidien se retrouvent dans mes histoires. Donc je pose des questions en fait. J'ai pas les réponses à tout, je pose des questions. C'est ça aussi peut-être le polar, c'est questionner la société, se questionner soi par rapport à la société dans laquelle on vit. Ah ben je pense que oui, c'est inhérent au genre, c'est-à-dire de toute façon le polar en gros c'est qu'est-ce qu'une norme de société, puisque qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qui peut contrevenir à ces normes. Parce que la légalité c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qui est légal et illégal, c'est ce qui est normal et pas normal. Alors après quand on creuse un peu, surtout sur les sujets de féminisme, on se rend compte que ce qui est condamnable dans l'imaginaire collectif est en fait pas forcément condamné sur le plan judiciaire ou pénal, mais ça fait partie des choses qui sont une bonne porte d'entrée, je trouve, d'analyse de la société. Donc voilà, donc entre l'envie de raconter des histoires, l'envie un peu de faire du mystère, parce que j'aime bien le mystère, et puis l'envie de partager un peu mes questionnements féministes, au final, ça donne des histoires comme ça, quoi, qui sont un peu tout le temps sur les mêmes thèmes. Enfin, j'espère que c'est jamais la même histoire, parce que sinon ce serait un petit peu casse-pied, mais par contre, les sujets et les questions sont quand même relativement similaires d'un travail à l'autre, je trouve. Les derniers thèmes abordés dans vos livres sont l'emprise, le viol, le harcèlement. Votre dernier livre, Petite Salle, parle, lui, de lutte des classes. Le dernier, c'est un peu l'articulation de la lutte des classes et de la lutte contre les violences sexistes. En fait, moi je suis au tout début des années 80 et j'ai grandi avec cette idée que la lutte des classes était terminée. Sauf qu'en fait, quand on se documente sur la manière dont les femmes arrivent à mener leur barque dans cette société, et les femmes et puis les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, on se rend compte qu'en fait, il reste une violence systémique qui se désassocie très difficilement de la violence de classe. Les lois continuent à être faites majoritairement par des hommes blancs, cisgenres. Enfin, tout ça, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai commencé à me documenter aussi. Tous les faits divers sur lesquels je me documentais,
Et qu'on m'envoyait aussi, parce que quand tu commences à écrire des histoires horribles pour faire du polar, du coup les gens se mettent à te raconter des trucs horribles. C'est super. Faut écrire plutôt sur je sais pas, les calendriers de la poste. Comme ça tu vas recevoir plein de photos de chatons très mignons avec des fleurs à l'arrière-plan, et ça c'est cool. Mais bon, ça a des avantages aussi, hein, mais du coup tous ces faits divers dénommés comme ça, en France toujours, parce qu'il y a des pays qui ont décidé de cataloguer ça sous l'appellation de crimes de genre ou de crimes sexistes. Et donc, dans toute cette documentation spontanée, bénévole, on va dire, il y avait quand même une constante, c'était que effectivement, toutes ces violences sexistes étaient donc principalement le fait d'hommes. Donc ça m'a interrogée sur leur nature systémique. Et quand on s'interroge sur un système, on s'interroge sur qui dirige le système, on s'interroge sur, de nouveau, en termes de légal, non légal, qu'est-ce qui est vu comme étant répréhensible, qu'est-ce qui n'est pas vu comme étant répréhensible. Et ça m'a interrogée aussi sur qui faisait les lois, qu'est-ce qui faisait que ces hommes-là, parce que majoritairement ce sont des hommes, ont l'autorité de faire des lois, et en fait quand tu regardes de près d'où ils viennent de grandes écoles, ils viennent de grandes familles, ils viennent d'une catégorie socio-professionnelle extrêmement aisée, pour une grande majorité d'entre eux, et donc ça c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que cette lutte des classes n'était pas du tout terminée, que moi j'avais grandi et j'avais continué de grandir dans un système qui n'appelait plus vraiment les choses par leur nom, mais que en fait la différence entre un type qu'on arrive à convaincre qu'il est son propre patron parce qu'il a un statut d'auto-entrepreneur, sauf qu'il est livreur et que tout le monde a suivi les grands procès autour d'Uber et de l'ubérisation, c'est quand même terrible comme mot, quoi. Bref, en fait, c'est une lutte des classes qui existe toujours, mais ne dit plus son nom. Et donc, voilà. Et donc moi, j'ai redécouvert la poudre. Hein, vraiment, on est vraiment sur Martine découvre le capitalisme. Hein, c'est pas. C'est toujours un système très pyramidal. On est toujours. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, je pense que j'en parlais déjà sans arriver moi-même à l'articuler. Dans mes histoires autour plutôt des violences de genre, et que en fait il faut y réfléchir aussi via le prisme de la violence de classe, parce que ça interroge des choses qui moi me parlent et m'intriguent et me questionnent, et voilà, et c'est pour ça que j'ai continué cette réflexion de cette manière-là. Pouvez-vous nous parler de Catherine, votre personnage qui ouvre le récit ? Effectivement, le personnage de Catherine, il est très discret, et alors pour le coup, il est en bas de l'échelle sociale. Là, on parlait il y a quelques secondes d'une société très pyramidale. Et effectivement, elle est femme, elle est peu éduquée. C'est une France encore qui, en tout cas dans cette région, a très peu d'immigration non blanche. C'est Baru en BD qui a fait des choses vachement intéressantes comme ça sur toute son enfance, qui raconte avec en gros toutes les premières immigrations, donc plutôt catholiques, qui sont arrivées dans le nord de la France. Donc il y a encore cette espèce de défiance face aux personnages des Italiens. Oui. On est au début du livre, on est en 69. Oui, on est en 69. Mais c'est ces gens-là, on va dire, parce qu'ils sont un peu dénominés comme ça, mais ces étrangers, entre guillemets, mis à part, oui, elle est tout en bas de l'échelle sociale, et donc donc la discrétion, c'est de l'ordre de la survie, en fait, pour elle. Et ça m'intéressait de donner ce personnage, enfin de créer ce personnage-là de cette manière-là, et de l'imaginer vraiment comme une page blanche avec... c'est elle qui ouvre le récit, parce que son regard dévoile pas mal de choses, et puis elle s'efface au fur et à mesure, de la même manière qu'elle juge nécessaire de s'effacer au quotidien pour garantir sa propre sécurité, et puis pour se fondre un peu dans le paysage, et puis qu'on fasse pas trop attention à elle, parce que plus on la laisse tranquille, mieux elle se porte, quoi. Comment s'y prend-on pour écrire des histoires violentes qui vont contre la morale, les normes, l'éthique ? Et comment prépare-t-on son cerveau à ces mondes imaginaires ? Ça dépend des livres. Pour les Alex et Marco, donc les Ravagés et les Hordes Invisibles, c'est beaucoup de faits divers qui, en gros, que je vois passer sans forcément y faire très très attention, parce qu'en fait la violence entre les femmes, elle est partout. Et puis au moment où moi j'imagine une histoire, il y a des choses c'est un peu compliqué d'expliquer d'où viennent les idées, mais il m'est arrivé un truc très bizarre d'ailleurs sur une histoire de Alex et Marco, c'est que j'ai inventé un fait divers
que je trouvais horrible. Et j'étais là en train de me dire, mais pourquoi tu inventes des trucs pareils? Et quelques mois après, j'ai vu passer un fait divers qui était très récent, donc ça pouvait pas être un truc que j'avais lu et puis après transformé, puis oublié. Et le vrai fait divers s'est produit. Et ce qui me laisse penser qu'en fait, moi, mon imagination sera jamais aussi intéressante horrible en fait, que l'imagination dont les gens peuvent faire preuve pour faire du mal à leurs semblables. Après, Petite Salle, c'est un petit peu à part parce que pour la première fois, le tout départ de l'histoire, c'est une histoire que m'a raconté mon père, dont il se souvenait quand il était petit, qui se passait dans sa région d'origine, et il voulait m'en parler. Il voulait retrouver des archives, il voulait essayer de voir, parce qu'il a une grande famille qui est un peu dispersée partout dans le coin, et il voulait que je rencontre son cousin qui connaissait machin, qui aurait pu parler à truc et tout ça machin. Et en fait, quand il m'a raconté ce truc là, parce que lui il avait 10 ans à l'époque, donc ça c'était très flou pour lui, mais c'était vraiment l'intrigue de base, quoi. Sur la disparition, si on peut raconter en fait, alors le pitch l'auditeur, les auditorices, l'histoire de base, c'est une histoire d'enlèvement, et bon, pour ne rien divulgacher, c'est l'histoire d'une petite fille, d'une grande fortune locale. Pas une grande fortune de noblesse, mais une grande fortune de cette industrie émergente, un peu les premiers grands exploitants agricoles, qui est kidnappée. Donc ça, c'est le pitch de Petite Salle. C'est grosso modo ce dont se souvenait mon père, de ce qu'on lui avait raconté quand il était petit. Et en fait, il m'avait raconté ça de la même manière qu'on continue à m'envoyer des faits divers horribles. Mon père aussi s'était mis de la partie et m'avait dit j'ai ce truc dont je me souviens, il faudrait que t'en fasses un livre. Sur le moment, j'ai dit non, pas du tout, machin. Ça m'est complètement sorti de la tête. Ça devait être en 2016-2017. Et puis, je crois qu'après, j'ai entendu le Affaire sensible qui parlait de l'enlèvement du petit-fils Peugeot. Parce qu'en fait, c'était une époque où il y avait des enlèvements d'enfants en France. Il y a eu une mode des enlèvements d'enfants, quoi. Et donc, j'écoute ce truc-là, assez fascinée par tout ça. Puis en plus, Fabrice Drouel, quand il a des bons auteurs et des bonnes autrices, et que je ne m'énerve pas sur la manière dont il parle des homosexuels ou des personnes transgenres, il a quand même une voix extrêmement relaxante. C'est vraiment de la SMR. En plus, c'est diffusé à 23h, donc c'est vraiment l'histoire horrible pour s'endormir le soir. Merci Fabrice, si jamais Et c'est resté, en fait. Et alors, c'est toujours un peu compliqué. Moi, quand je fais des interventions scolaires et que les enfants me disent « Mais comment vous avez vos idées ?» J'essaie d'expliquer qu'au départ, c'est une mouche. Et puis, une mouche, c'est une idée. Par exemple, une petite fille enlevée. Et puis après, il y a une deuxième mouche qui arrive en disant « Mais en fait, c'est pas l'histoire d'enlèvement qui compte. C'est qui est-ce qui est enlevé et pourquoi ?» Et puis une troisième mouche qui dit « J'aimerais bien que ça se passe là où mon père a grandi. » Et puis une autre mouche qui arrive en disant mais en fait ce qui compte c'est l'histoire qui va être très masculine parce que ça va être un univers d'hommes régi par les hommes, et en même temps moi ce qui m'intéresse c'est les personnages féminins. Et en fait tout ça au bout d'un moment ça fait une espèce d'essaim de mouche, et le moment où l'essaim vraiment littéralement me prend la tête, en général l'histoire commence vraiment à s'articuler, des ressorts commencent à être là, et ce que je veux raconter, parce que moi je vais être honnête, je pense que je suis pas super forte en intrigues incroyables. Enfin, je veux dire, moi j'écris davantage de romans de personnages et d'atmosphère que des romans d'intrigue ou de thriller. Enfin, je pense qu'il faut avoir conscience de ses faiblesses. Je fais de mon mieux. Mais en plus, c'est ce que j'adore aussi. C'est les atmosphères, j'adore les dialogues, j'adore créer des personnages, j'adore qu'ils aient une vie. Et donc, c'était la première mouche, ce truc que me raconte mon père, un peu flou. La deuxième mouche, cette histoire d'enlèvement du petit-fils Peugeot, où je me dis, mais voilà, c'était ça en fait. C'est un homme très très puissant qui émerge dans une industrie nouvelle, dont on kidnappe non pas l'enfant mais le petit enfant. Donc ça place les choses différemment, ça. Et puis après, il y a tout ce que je voulais dire sur les femmes, sur la place des femmes, sur qu'est-ce que j'essayais de creuser qui montrait ce qui avait changé ou pas. Et tout ça s'est enchaîné comme ça. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire, moi je savais déjà ce que je voulais raconter. Et après, il y a eu la phase d'écriture. Et la phase d'écriture est en général beaucoup plus compliquée que le moment où tu as le truc très clair dans ta tête et tu dis yes, je sais où je vais. C'est après que les difficultés que commencent. Y a-t-il eu une phase de relecture importante ? Oui, alors pour le coup, alors déjà il a été plus compliqué à écrire que les précédents parce que moi j'écris que du contemporain, ou alors ça m'est arrivé aussi d'écrire des choses un peu dystopiques. J'ai fait un roman adolescent pour
publié par La Ville Brûle qui a un côté un peu suspense, mais qui va chercher un peu du côté des littératures de l'imaginaire, mais qui se déroule dans une espèce de monde post-apocalyptique très... Et donc j'ai pas besoin où j'ai fait un roman à l'école des loisirs sur une colonie de vacances où je me débrouille pour que les gamins aient pas leur portable, quoi. En gros, je me débrouille à chaque fois pour pas avoir besoin de gérer des trucs modernes, quoi. Et ce roman-là, spécifiquement, se déroule en 69, donc moi je suis née en 82, donc je n'étais pas là. Donc il a fallu que je me documente en fait sur tout. Et moi j'ai normalement un mécanisme d'écriture qui est qu'en gros c'est un peu comme escalader un plateau, c'est-à-dire que ça monte. C'est pas trop dur, hein, parce que moi j'adore écrire, j'estime que écrire chez soi en pyjama des histoires c'est quand même un boulot assez confortable, donc je vais pas me plaindre, hein. Mais bon, je monte, et puis à un moment donné, j'arrive sur le plateau, et là, ça coule, quoi. Et il y a des journées où je peux faire 10, des fois 15 pages, et c'est simple. Parce que comme justement, je ne me mets à écrire que quand je sais déjà où je vais, j'arrive à faire des premières versions de manière relativement simple. Après, il y a des versions 2, des versions 3, des versions 4, et parce qu'il faut que tout soit carré, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur, et puis bien sûr, c'est le moment où le travail de l'éditrice devient extrêmement important. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que comme je m'interrompais en permanence pour vérifier des trucs auxquels j'ai des questions, chercher la réponse à des questions que je m'étais jamais posées auparavant. C'est comment on cultive la betterave, parce que moi je vois à peu près ce que c'est, mais j'avais pas le détail. Est-ce que les tronçonneuses existaient en 1969? Est-ce qu'on portait du polyester? Si on portait du polyester, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que ça voulait dire qu'on était riche? Est-ce que ça voulait dire qu'on était pauvre? Est-ce qu'il y avait des sacs à main? Est-ce qu'il y avait des sacs à main en cuir? Est-ce qu'il y avait des sacs à main? Est-ce que c'était mieux d'avoir un sac à main en cuir ou en vinyle? Qu'est-ce qu'on portait comme genre de chaussures? Qu'est-ce qu'on écoutait comme musique quand on avait 19 ans? Qu'est-ce qu'on écoutait comme musique quand on en avait 30? Comment étaient les voitures? Moi, je n'ai pas mon permis de conduire, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il a fallu que je découvre qu'il n'y avait ni appui-tête, ni ceinture de sécurité. Et je me suis dit, c'est quand même un miracle que ces gens aient réussi à donner naissance à la génération suivante, parce que c'était quand même impossible, quoi. En plus, on conduisait beaucoup plus vite. T'es à 80 en ville, sans ceinture, mais c'est en mode YOLO, quoi. C'était n'importe quoi. Et que des trucs comme ça. Après, ça a donné aussi des choses passionnantes, parce que du coup, alors ça a donné des choses très très frustrantes, parce que notamment, quand j'ai essayé d'avoir des ordres d'idées sur le plan financier, c'était impossible. Il y a quelque chose que j'ai fini par écrire au pif. Par exemple, donc ce domaine dans lequel évoluent les personnages, l'exploitation agricole. Je me dis, elle doit faire 1000 hectares. Mais est-ce que c'est gros 1000 hectares en fait? Parce que moi, 1000, je trouve que ça parle à l'imaginaire contemporain. C'est énorme. Et bien 1000 hectares, c'est énorme. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais voir ma mère, qui est pour le coup fille de cultivateur, et qui me dit, oui, c'est beaucoup. 1000, tu peux garder 1000. Je fais, ok. Et donc j'essaye à ce moment-là, de me dire, ok, combien ça produit, qu'est-ce que ça représente comme argent? Et c'est une phrase dans le roman. C'est à un moment donné, parce que j'ai refait des calculs chinois dans tous les sens, j'ai essayé de calculer qu'est-ce que ça pouvait représenter, donc en francs, parce que tout était en francs de 69, parce qu'il fallait que cette rançon-là, elle soit proportionnelle, donc que ça demande un vrai effort, qu'en même temps ce soit pas tout, qu'en même temps ce soit... Enfin bref, ce calcul-là, typiquement, auquel j'ai fini par renoncer, j'étais au désespoir, au désespoir dans la mesure du raisonnable, mais j'ai passé 6 mois vraiment à essayer de contacter des chambres de notaires, à essayer de contacter genre la mutuelle des cultivateurs des Hauts-de-France, et puis à essayer de retracer aussi les administrations, parce que ça c'est des trucs qui se perdent, parce qu'il y a le cadastre, et puis après le cadastre il évolue, et puis après... Et donc j'ai réussi à trouver la productivité en betterave à l'hectare en 66, je crois. Et puis j'ai réussi à trouver combien se vendait la betterave, donc au premier temps de l'Europe et du marché commun, en 70, et puis après j'ai regardé le prix des maisons dans le coin, parce que je me disais mais du coup s'il loge aussi ses employés, ça veut dire qu'il est aussi bailleur. Et puis du coup je discutais avec mes parents qui me disent oui mais un personnage comme ça, quelqu'un qui est aussi dans un désir de conquête sociale, il doit avoir quelque part un immeuble de rapport. Moi j'étais là oui bien sûr, je ne sais pas ce que c'est qu'un immeuble de rapport. Non, si c'est un immeuble qu'on garde pour la représentation, là c'est comme c'est comme le patron du MEDEF qui a un château en Bretagne et puis qui doit avoir un immeuble à Paris. Et donc j'essaie de comprendre combien ce personnage peut représenter d'argent, voilà. Et donc au bout d'un moment en fait j'ai pas réussi à avoir la réponse, et donc j'ai fini 2 semaines avant l'impression par mettre un truc entre guillemets au pif, et en même temps j'avais passé 6 mois à essayer de contacter des dizaines de gens
pour obtenir une réponse. Et donc c'est pareil, il y a un truc un peu frustrant. Donc j'ai pas été obligée de renoncer à grand chose, mais ça, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire sur parce que c'est très très rare. Mais là, pour le coup, j'ai fait lire le texte à mes parents parce que je voulais qu'ils me parlent de ce dont ils se souvenaient, de comment c'était la vie en 69. Et puis aussi parce que pour le coup, je voulais aussi qu'ils relisent pour s'assurer qu'il n'y avait aucun malentendu possible entre le fait que c'était la fiction, quoi. Moi, j'ai pas du tout fait un travail de journalisme ou de quoi que ce soit. C'est vraiment... Donc je voulais plus du tout entendre parler de cette histoire originale et j'étais vraiment sur un truc de création de fiction, mais pour que ça reste justement uniquement de la fiction, je voulais aussi des avis extérieurs et donc j'ai demandé l'avis de mes parents qui connaissent très bien la région. Et je crois qu'à un moment donné, c'est eux qui m'ont tapoté sur l'épaule en disant non mais là il faut que ça parte en impression, tu vas arrêter de scotcher sur des questions auxquelles tu n'arrives pas à trouver de réponse depuis 6 mois, d'autant que c'est pas grave, tout le monde s'en fiche. Et si tu dis 25 ou 35 millions pour le lecteur ou la lectrice de maintenant, ça donnera la même chose, donc laisse tomber, quoi. Donc voilà, donc au bout d'un moment j'ai écouté la voix de la sagesse et le truc est parti en impression. Et donc je m'interrompais tout le temps. C'est-à-dire que j'étais en train de gravir mon petit plateau, sauf que je faisais 10 mètres, et je sais pas si vous êtes, pour les gens qui nous écoutent et qui sont fans de randonnée, c'est pas une bonne idée de s'arrêter tous les 10 mètres. Faut monter, quoi. Faut vraiment arriver à passer le premier cap, sinon. Et moi, j'étais obligée de m'arrêter tout le temps. Et donc, ça a pris beaucoup, beaucoup plus de temps, et ça a été beaucoup plus compliqué que d'habitude, quoi. Donc pas douloureux, parce que moi je suis pas du tout dans le discours de l'écrivain ou de l'écrivaine qui souffre sur sa copie, d'autant que pour le coup, comme je fais pas d'autofiction ou d'autobiographie et que c'est de la fiction, bien sûr je mets de moi dans mes histoires, et comme en plus là c'est quelque chose, enfin j'en ai profité aussi pour rendre beaucoup hommage à la région, à ma famille paternelle, donc c'est devenu quelque chose d'assez personnel. En fait au final il y a énormément de moi dans ce livre. Je peux tout à fait entendre qu'il y ait des livres qui soient très très douloureux à écrire quand on partage des choses de sa propre histoire, mais comme moi c'est pas vraiment mon cas, moi je suis pas du tout dans le discours de l'écrivain qui souffre. Louise May, c'est parti pour la lecture. Quand Catherine entre et referme la porte, sa mère endormie sur une chaise lève la tête, les paupières papillonnantes. Ils l'ont pas retrouvée alors ? Marie sait déjà, bien sûr, la nouvelle a coulé de la ferme jusqu'à la vallée. Catherine secoue la tête. Je t'ai gardé à manger, je me suis dit qu'ils auraient sans doute autre chose à faire que de te nourrir. D'ordinaire, Catherine part de la ferme après avoir soupé. Mais aujourd'hui est extraordinaire. Émilie a interrompu la préparation du dîner. Et puis plus tard, les questions, servir les hommes pour leur donner des forces et les laisser repartir à travers les champs jusqu'aux rues en contrebas de la ferme. Catherine n'a même pas eu le temps de mordre dans un bout de pain. Les invités annoncés pour le dîner sont venus jusqu'à la ferme. Personne n'avait pensé à les prévenir et la disparition de Sylvie n'avait pas encore franchi la distance jusqu'à la vallée d'à côté. Leur voiture a fendu sans l'interrompre l'agitation qui régnait dans la cour et ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Ils sont restés un peu avec la vieille, Catherine les a croisés, un monsieur et une madame, ils avaient l'air ravis, au centre du malheur, curieux de tout. Peut-être que les riches, ça aime bien se faire des émotions. Monsieur a fini par les congédier, moins que poli, c'est rare mais parfois il montre qu'il vient de la terre et qu'il n'a pas les manières. C'est la vieille qui a raccompagné le couple jusqu'à la voiture. Elle sait faire ça, c'est elle qui avait l'éducation, la terre et les couverts en argent. Peut-être qu'elle est triste, aussi, mais ça, Catherine décide qu'elle s'en fout. Petite salle. Catherine habite dans la grande rue du village, non pas qu'il y en ait 1000 de plus petites. La maison est ancienne, elle pourrait être plus vaste et plus confortable. D'ailleurs, elle pourrait être beaucoup de choses si elles avaient de l'argent, mais de l'argent, il n'y en a plus. Plus assez en tout cas. Sinon, Catherine serait à l'université peut-être, ou employée dans un bureau bien chauffé, et pas dehors à jeter des pelures aux cochons.